Nous, on est parti de l'idée suivante d'essayer d'organiser un échange et essayer de trouver des solutions à ces problèmes que nous connaissons depuis des années et des années. C'est un séminaire européen et on a voulu profiter de la présidence française du Conseil de l'Union européenne pour qu'il y ait une marque, une étape sur les questions sociales. C'est important de rester au contact des personnes qui sont en situation de pauvreté ou d'exclusion et de leur permettre de nous faire part de la réalité quotidienne. On a fait le choix au sein de l'APN sur cette journée de travailler sur ces deux sujets, mais ne perdons pas de vue que la précarité est un tout et que la lutte contre la précarité est un tout aussi. Si j'avais la force d'Atlas, je secourais cette planète pour remettre les idées en place, parce qu'il y a plein de choses qui devraient aller normalement, je veux dire, mais plus de bon sens. Penser global, agir local, tout doit se faire de la base, avec les gens. Beaucoup de gens donnent des images faussées de la précarité. Nous sommes des gens incultes, nous sommes des gens qui ne savons pas se tenir. Non, la précarité c'est quoi? Est-ce qu'on ne laisse pas des personnes qui ont la capacité, qui ont la force de travailler, aller là où elles doivent être? Ce n'est pas uniquement au niveau français, c'est au niveau européen. Il est quand même temps de remuer un peu les personnes qui sont à la direction de l'État, de façon à ce que chacun puisse vivre et surtout plus survivre. 46% des étudiants ne mangent par leur faim pour des raisons financières. Un étudiant sur deux mange un repas par jour ou saute un repas. La pauvreté, elle touche beaucoup les enfants en France par rapport à ses voisins européens et donc on a des enjeux, je pense, à continuer de développer ce qui a été initié ces dernières années autour des petits déjeuners à l'école, autour de la tarification sociale des cantines. Manger équilibré, mais à quel prix? La personne qui se retrouve à RSA, je ne sais pas comment il fait. Effectivement, la guerre en Ukraine nous oblige à réfléchir à comment on doit stratégiquement faire évoluer l'agriculture et l'alimentation. Dans ces 3 derniers mois, les 3 institutions européennes, la Commission, le Conseil et le Parlement, se sont attelés à amener et à donner des positions et à prendre des décisions, ou en tout cas engagés à prendre des décisions sur la souveraineté, sur la sécurité alimentaire. Mais je suis moi-même paysan et c'est mon métier. On constate des phénomènes de précarité, des phénomènes de difficulté à avoir accès à l'alimentation qui sont de plus en plus insupportables. Ce dont on a besoin, et quand on est élu, on doit être le garant des politiques publiques qui servent l'intérêt commun. Eh bien demain, nous devons avoir l'audace et le courage politique de réorienter ces enveloppes publiques, de redéployer ces enveloppes publiques et faire que la PAC, dans ses logiques de partage, soit dans des logiques qui partagent mieux la ressource et accompagnent les agriculteurs qui font bien, les agriculteurs qui préservent le climat, les agriculteurs qui préservent la biodiversité. Créer un lien social, sortir de l'isolement. Et quand on sort de l'isolement, eh ben on a un bien-être. Et quand on a un bien-être, on va bien dans la tête. Quand on a bien la tête, on est bien dans le corps. C'est aussi résoudre ces problèmes de santé. C'est pas uniquement que l'équilibre alimentaire. C'est pas parce qu'on est pauvre et c'est pas parce qu'on a envie de lutter contre la pauvreté qu'il faut pas parler d'argent. Oui, il faut que les personnes en situation de précarité alimentaire participent. Et puis après, là, sur un territoire, vous pouvez faire travailler tout le monde ensemble. Et du coup, l'écharpe que vous allez faire, je vous jure qu'elle est moins chère que celle que vous auriez faite si vous aviez fait chacun un morceau. Et effectivement, je pense que c'est vraiment urgent qu'on fasse de cette restauration collective un outil de prévention de la précarité alimentaire. Pour moi, il est important qu'on revoie la façon de distribuer ces chèques énergie pour permettre aux gens en grande précarité de pouvoir y accéder. Aujourd'hui, cela a été dit tout à l'heure, le chèque énergie est en moyenne de 150 €. Je crois qu'il faut comparer ce montant à un montant moyen de facture de chauffage. Il était, avant la crise qui a commencé, de 1 600 € par an. Ce que nous demandons avec un certain nombre d'associations, c'est que le montant moyen de ce chèque énergie, notamment pour les gens les plus défavorisés, soit considérablement revalorisé. Nous, on demande un chèque d'une moyenne de 700 € par an. Alors pourquoi 700 € par an? 2 éléments qui arrivent à un résultat de cet ordre-là. Tout d'abord, je le disais tout à l'heure, si on prend que on devrait aider au moins à 30-40% du montant d'une facture, on arrive en gros à ce montant-là. Et par ailleurs, l'Observatoire national de la précarité énergétique qui avait en 2018 calculé quel était le montant justement du chèque énergie
qu'il faudrait avoir pour sortir tous les gens de la précarité énergétique, tous ceux qui y étaient. Et il avait trouvé 700 €. Il y a des dispositifs qui existent actuellement. Il y a MaPrimeRénov' qui permet d'aider les propriétaires occupants modestes à réaliser des travaux. C'est un premier type de dispositif qui existe. Il y a un deuxième type de dispositif qui existe qui est le prêt avance rénovation. Donc ce prêt avance rénovation, il est censé aider les personnes qui ont un reste à charge encore trop important à combler le vide entre ce que leur permettent de faire les aides de MaPrimeRénov' et le montant réel global des travaux. Ce qu'on constate actuellement, c'est que dans les passoires thermiques, dans les logements qui sont vraiment en mauvais état énergétique, il y a des travaux d'ampleur qui doivent être menés pour vraiment baisser la facture énergétique. C'est des travaux qui peuvent aller jusqu'à 50 000, 70 000 €. Et bien souvent, les propriétaires se retrouvent avec un reste à charge de 40%. Donc là, on voit bien qu'un reste à charge aussi important, ça ne peut pas être absorbé uniquement par un prêt avance rénovation qui pose tout un tas de difficultés parce que le montant à rembourser au final sera important. Dans les zones rurales isolées, rien ne garantit qu'à la revente du logement, la revente suffira pour pouvoir absorber vraiment tous les frais liés au prêt. Les personnes peuvent avoir des freins psychologiques aussi à léguer un emprunt à leurs enfants, donc à les mettre en difficulté potentiellement. Et donc, ce qu'on demande, nous, associations, c'est que vraiment, pour les cas de figure dans lesquels il y a des rénovations énergétiques globales performantes qui doivent être menées, avec un reste à charge très important, il puisse y avoir des solutions de subvention des travaux qui permettront de se rapprocher d'un reste à charge zéro. Parce que les personnes auxquelles on s'adresse, qui sont en très grande précarité énergétique, et d'ailleurs en très grande précarité tout court, elles cumulent tellement de difficultés que souvent elles se replient aussi sur elles-mêmes. Et donc, il faut pouvoir les identifier pour pouvoir ensuite, et c'est le deuxième obstacle à franchir, les accompagner dans leurs travaux de rénovation. Si les ménages veulent se lancer dans la rénovation énergétique de leur logement, il faut que les entrepreneurs puissent garantir un niveau d'efficacité énergétique et vraiment être sûrs que leur facture va être divisée par 2, par 3 ou par 4. Aujourd'hui, on est sur un continent qui est riche, qui est capable d'assurer un minimum d'énergie à tous. En somme, vivre dignement. Il n'est plus acceptable que des familles avec des enfants, des personnes âgées vivent dans le noir et sans pouvoir avoir accès à un minimum de décence énergétique. Il y a une politique européenne importante sur la question de la rénovation des bâtiments, avec la révision de la directive de performance énergétique des bâtiments, qui pose une obligation de rénover les bâtiments dans un certain calendrier. La question de la définition de la précarité énergétique, parce qu'aujourd'hui, il se pose la question d'une définition légale, pas simplement une définition, j'allais dire, statistique ou sociologique, mais aussi une définition légale, parce qu'il faut savoir qui on va viser lorsqu'on va créer des politiques publiques qui doivent viser les personnes en précarité énergétique. Et pour ça, donc, il faut mettre en place des critères, il faut une définition qui soit légale. Quand est-ce qu'on aura des obligations de rénover ? Pour moi, la rénovation thermique, c'est une question pour le climat, une belle réponse pour les logements et donc les populations les plus précaires, et c'est une belle idée aussi sur la question de l'emploi, parce qu'on ne va pas délocaliser son logement demain. On est en train de jouer la montre. Ce n'est plus possible. On ne peut pas avoir des hausses de température, donc on n'est pas à la hauteur du défi climatique, et une hausse des factures sur les populations les plus précaires. Et là, notamment sur les questions de logement, on voit que c'est toujours les mêmes, c'est-à-dire les premières victimes, c'est celles qui n'ont pas les moyens et qui n'ont pas demandé le dérèglement climatique. Ce n'est pas de leur faute. La possibilité de se confronter au manque d'investissement des bailleurs privés, des préconisations, des recommandations qui pourraient faire l'objet même de recommandations de niveau européen. En Irlande, les participants faisaient savoir aussi une crise du logement qui pourrait arriver dans d'autres pays. Donc, continuons cette mobilisation collective. Alors, j'utilise le mot pauvreté ou pas. Moi, j'assume totalement le mot pauvreté. Je sais qu'il choque aussi. Moi, je trouve que c'est important de nommer ce que les gens vivent. Je pense que c'est d'autant plus important, du coup, de vous impliquer parce que, manifestement, quand c'est conçu par des gens qui ne vivent pas la précarité, ça ne fonctionne pas.